Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire itinéraire aidant dont la thématique est gérer l'argent dans une relation aidant-aidé. Je suis ravie d'accueillir l'atelier budgétaire aujourd'hui avec Coralie Poirier et Bérangère Boucher. Je vous laisserai vous présenter juste après. Je fais juste une petite précision sur les publics un petit peu au travers duquel le webinaire a été pensé. Ici, on s'est un peu plus projeté dans le cas d'un ou d'une aidante qui est aidant d'une personne en perte d'autonomie liée à l'âge. Néanmoins, ce qui va être dit s'appliquera aussi bien sûr à une personne en situation de handicap, quel que soit son âge. Enfin, un adulte plutôt. Voilà. Bérangère, Coralie, je vous laisse peut-être vous présenter. Oui, alors bonjour à toutes et tous. Merci de nous accueillir. On est ravis également de partager ce temps avec vous. Donc moi, je suis Bérangère Boucher. Je suis conseillère en économie sociale familiale à l'atelier budgétaire et collègue de Coralie. Et du coup, donc moi, je suis Coralie Poirier, donc conseillère en économie sociale familiale à l'atelier budgétaire à Bordeaux. Pour vous présenter rapidement l'atelier budgétaire, c'est une association qui a été créée en 2013 et donc la création d'une antenne en Dordogne en 2021, donc dont ma collègue est CESF voilà, là-bas. Notre mission, c'est d'accompagner les personnes en difficulté financière, mais pas que. L'idée est d'optimiser le budget, donc sur les charges fixes, les charges variables. Donc, on peut être amené à faire des dossiers de surendettement, de la médiation, de la négociation avec les créanciers. Le tout est que les personnes, en fait, retrouvent un certain pouvoir d'achat tant que c'est possible. Donc, nous, on est basé effectivement donc, sur la Gironde et la Dordogne, mais nous sommes labellisés Point Conseil Budget. Et donc, on a mis des petits liens dans le petit diapo. Vous pouvez trouver en fait des associations, des structures dans chaque département qui peuvent faire la même chose que nous. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui et la thématique du jour, donc comme le disait Marguerite, c'est effectivement d'aborder le sujet de la gestion de l'argent dans le cadre d'une relation aidant-aidé. Alors c'est un sujet qui est assez délicat, hein, il faut être honnête. Alors pourquoi c'est délicat? Parce que c'est vrai que c'est un sujet, déjà le thème de l'argent est assez tabou en France parce que c'est un sujet qui à la fois va venir interroger sa propre relation à l'argent. Et donc là, c'est vraiment en lien avec sa propre histoire, son propre vécu et puis sa situation. Et puis, ça va venir aussi interroger la place que l'on a auprès de son proche. À la fois, ça peut être la place que l'on choisit. Donc là, je parle de la place d'aidant, la place que l'on choisit, mais aussi celle que parfois, selon la situation, on peut subir. Donc, c'est un petit peu tout ça mélangé, on va dire, dans un même ensemble. C'est à la fois propre à chacun et au sein d'une famille. Et là aussi, on est dans des choses très particulières, très individuelles. Donc, ça vient un petit peu, le cadre, en tout cas, le contexte est celui-ci. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui peut être plutôt délicat. Bon, on va commencer par vous poser une petite question, un petit quiz. Alors voilà, d'après vous, combien d'aidants apportent une aide aux formalités administratives et à la gestion des comptes bancaires? Plutôt 30%, plutôt 42%, plutôt 65%. Et je vous ai mis vous avez un petit onglet sondage. J'ai pas réussi à le mettre en plein écran, mais normalement, juste à côté du chat, vous avez un petit onglet sondage et vous pouvez voter. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette fonctionnalité. J'espère que ça va marcher. Ah ben oui, j'ai pas cliqué sur soumettre. Qui ressort. Parce que moi, c'est bon, je vous vois voter, c'est bon. Mais voilà. Alors, ça bouge encore. On a à peu près 80 votes. Et je regarde de l'autre côté. Ah oui, je vous vois voter. Vous avez aussi voté un peu de l'autre côté. Alors peut-être dans le temps que tout le monde vote, donne son opinion. Un autre chiffre qui est assez intéressant. 33% des aidants
apportent une aide financière à la personne aidée, alors que 90% des aidants ne perçoivent aucune contrepartie financière. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup de pourcentages, des chiffres comme ça, mais ça vient aussi donner une image de ce qui peut se passer dans cette voilà, dans ce lien à l'argent et dans cette circulation aussi d'argent dans le cadre de l'aidant aidé. Et ça s'est un peu stabilisé. Je ne sais pas si vous pouvez toutes et tous voir les réponses, mais il y a à peu près 70% des votants qui ont dit que c'était 65, la bonne réponse. D'accord. Alors, c'est plus fort. C'est pas cette réponse-là. C'était vraiment la réponse entre les deux. On est plutôt sur 42%. Mais peut-être que là, les 65% traduisent la réalité des personnes qui participent aujourd'hui au webinaire et qui sont dans cette situation. Et on a peut-être aussi spontanément envie de répondre par rapport à ce que l'on fait soi. Et vous êtes peut-être très nombreux à être effectivement dans une aide apportée au niveau administratif ou à la gestion des comptes bancaires. Donc, au niveau du sondage, dont la source est le baromètre des aidants, en fait, c'est un sondage qui avait été publié il a quelques années, ça a peut-être évolué depuis. L'aide administrative, effectivement, c'est souvent une porte d'entrée, en fait, dans la relation d'aidant. L'aidant, il est souvent confronté au fait d'intervenir sur la gestion budgétaire de son proche. Donc, dans cette situation, c'est important de pouvoir repérer une difficulté, repérer un dysfonctionnement. Et nous, ce qu'on voulait un petit peu vous apporter aujourd'hui, entre autres, c'était peut-être là en tout cas des exemples très concrets de ce qui peut vous alerter quand vous êtes dans cette situation auprès de votre proche. Donc là, transition Coralie. Oui, donc en fait, se pose la question finalement de comment détecter si la gestion du budget devient problématique. Donc ça peut être en fait par des actes qui peuvent être plutôt inhabituels que vous pouvez repérer et des actes plutôt simples entre guillemets. Ça peut passer par en fait des courriers non ouverts, un proche qui avait l'habitude d'ouvrir ses courriers, de classer ses papiers, qui était très à jour dans les paiements. Donc un courrier non ouvert ou aussi la présence de courriers de relance, ça peut alerter. Donc ce qui s'ensuit, ça va être des impayés, des rejets de prélèvements qui n'existaient pas avant. Ça peut évoquer aussi donc un changement de mode de consommation, des achats inhabituels ou inappropriés. Par exemple, on connaît le cas de quelqu'un, ça va être sa mère qui a acheté des caisses de bouteilles d'alcool alors qu'elle ne boit pas. Ça peut être des choses comme ça, ou suite à des démarchages, prendre plusieurs mutuelles. Voilà, c'est souvent dans l'air du temps, malheureusement, où on se fait avoir. Et donc ça peut aussi être un petit signe qui peut alerter. Et au niveau du changement de mode de consommation, ça peut être tout simplement ne plus aller chez le coiffeur, quelqu'un qui peut être coquette, qui aime sortir, ne plus aller chez le coiffeur, ne plus se faire plaisir, aller au cinéma. Ce sont vraiment des petits plaisirs qu'on peut plus s'autoriser parce que d'autres achats ont pu venir déstabiliser le budget, fragiliser et donc créer des impayés. Pour les personnes qui ont de l'épargne aussi, ça peut être des personnes qui utilisent leur épargne pour résorber des découverts ou payer des dettes. Et donc, ça peut aussi supposer une situation d'abus ou d'arnaque. Donc voilà, ce sont vraiment tous ces petits signes-là qui peuvent alerter. C'est vrai que pour compléter, ça peut être des choses très factuelles comme ça que l'on va remarquer, j'ai envie de dire physiquement chez la personne. On évoquait les caisses de vin parce que voilà, on a eu cet exemple-là, mais on avait aussi la situation d'un monsieur qui avait plusieurs smartphones. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir. Donc on va peut-être tout de suite le repérer, ça va être tout de suite parlant. Et puis, ce qu'évoquait aussi Coralie, voilà, il y a des choses qui sont peut-être moins visibles comme ça, mais c'est parce qu'on va regarder les comptes, parce qu'on va regarder les relevés. Donc on est déjà
déjà dans cette vigilance-là, où là, effectivement, sur les comptes, on va voir, peut-être, ça peut être plusieurs paiements sans frais, des petits crédits ou des impayés, etc., des frais de rejet, où là, effectivement, quand on va rendre visite à la personne, ça ne sera pas visible, mais c'est dans l'échange, ou en tout cas, quand on commence à regarder, que là, on peut s'apercevoir voilà, être un petit peu alerté par ces signes. Donc, ça peut être très, voilà, très concret, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme on peut aussi mettre beaucoup de temps à identifier que finalement, finalement, il y a peut-être quelque chose à aller creuser, à aller interroger et qu'il y a peut-être une fragilité qui commence à s'installer. C'était pour compléter. Ouais, merci. Et donc, une fois qu'on a détecté en fait tous ces petits signes, effectivement, se pose la question finalement, comment je vais aborder le sujet avec mon proche. Parce que c'est vraiment essentiel de pouvoir échanger sur cela pour éviter les inquiétudes, savoir si la personne se rend compte des choses ou pas. Donc, on peut se poser les questions comment en parler et proposer son aide. Comment intervenir tout en préservant le consentement et l'autonomie de la personne, puisque ça reste très, très important, et comment on s'accorde avec le reste de la famille. Donc, la réponse à ces questions, je passe la main à Bérangère. Alors, c'est vrai que ça va rejoindre un petit peu ce qu'on a évoqué au tout début, c'est-à-dire que déjà, il y a la relation qu'on peut avoir soi avec l'argent. Donc déjà, de façon générale, quelle est la communication qu'on a avec son proche? Est-ce qu'on est dans une communication qui est assez fluide? Et puis finalement, on va essayer d'aborder ce sujet. On se sent plutôt à l'aise dans la communication et plutôt à l'aise avec ce sujet. On peut rebondir un peu sur un fait constaté, ce qu'on a pu évoquer avant. On a remarqué que les courriers n'étaient pas ouverts. On peut, si on est assez à l'aise, on peut lui dire « Ah tiens, t'as pas ouvert ton courrier, est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble ?» Vous voyez, on peut amener les choses de façon assez spontanée en fait, si on est à l'aise avec le sujet et puis si on est dans une communication relativement facile avec l'autre. Ou on peut directement faire part de son inquiétude en disant « Voilà, moi j'ai remarqué tel ou tel fait. » On reste sur des faits. Enfin, nous, c'est notre conseil, de rester sur des faits et puis y aller assez simplement en disant « Ça m'inquiète un peu. Est-ce qu'on peut aborder ce sujet-là ?» Et puis finalement, ça va se dérouler. Alors, naturellement, je ne sais pas, mais de façon assez fluide. Là où c'est plus compliqué, c'est là où effectivement, on est moins à l'aise. Alors, moins à l'aise soit dans la communication, quel que soit le sujet, en fait, avec son proche, parce que parfois, on peut être dans des tensions, on peut être aidant de son proche et être dans des tensions d'échange. Et puis aussi, ça peut être un sujet assez difficile, que l'on estime assez difficile à aborder. Alors, peut-être que là, nous, sur le terrain, ce qu'on peut constater avec les familles ou les conseils qu'on peut donner, c'est de présenter le sujet de façon plus indirecte. Exemple, parce que souvent on dit oui, d'accord, c'est bien de dire ça, et maintenant on fait comment? Alors ça peut être de citer l'exemple d'un voisin, par exemple, en disant j'ai entendu ou on m'a parlé, de Madame un tel, Monsieur un tel, qu'on nomme ou on reste un peu plus évasif, mais on peut un peu citer un exemple en disant que ça pose question, et puis on enclenche la discussion. Ça peut être aussi de parler d'un reportage qu'on a pu voir sur le sujet, d'un livre, d'un podcast qu'on a pu écouter. En tout cas, d'utiliser un petit peu un support. C'est un peu moins direct, on s'expose un peu moins, donc on entre quand même dans le sujet avec un soutien, avec une aide, ou alors on peut parler un peu de soi en disant moi j'ai eu une difficulté, ou on peut un petit peu s'appuyer, en tout cas s'appuyer un petit peu sur quelque chose qui nous aide finalement à enclencher la discussion. Alors, pardon, oui. Après, justement, pour tout ce qui est un peu conseil de lecture, de podcast, on peut vous donner ça vient à la fin, mais on pourra vous donner des exemples de choses à lire ou à écouter. En tout cas, ce qui nous semble important, c'est que l'objectif, c'est vraiment de recueillir la parole de son proche pour amorcer la discussion sur le sujet et évaluer aussi sa perception à lui de la situation.
Parce que comme on disait, on n'a pas tous le même rapport à l'argent et puis on n'est pas à la même place aussi. Donc on ne va pas ressentir les choses de la même façon. Et l'idée, c'est qu'une fois que le dialogue s'est engagé, que la conversation s'est amorcée, c'est de bien définir le rôle de l'aidant. Donc, on va dire votre rôle, les domaines d'intervention, en étant assez factuel et assez précis. C'est-à-dire, est-ce que l'aide va porter sur de l'administratif uniquement, vraiment sur la gestion des comptes, donc là, quelque chose de plus impliquant, impactant en tout cas, et jusqu'où on accepte d'aller dans cette aide. Chacun a ses propres besoins, a ses propres possibilités, ses propres capacités et ses propres limites. Et l'idée, c'est de soit pouvoir les identifier et puis pouvoir les alors confronter, ça fait un petit peu guerrier, mais l'idée, c'est en tout cas de pouvoir les exposer et puis les mettre en perspective des besoins que va exprimer son proche, s'il est en capacité de pouvoir les exprimer, hein, bien sûr, et puis de respecter à la fois la volonté de chacun, les besoins de chacun, la volonté de chacun, le rythme de chacun, en favorisant cette idée de collaboration, de faire avec, surtout dans le domaine du budget. Il y a différents degrés. L'idée, c'est de maintenir la personne le plus possible en tant que sujet pour éviter l'épuisement et puis aussi préserver la relation. Ça, c'est vraiment très, très important. Oui, et si, Bérangère, si je peux rajouter quelque chose, je rejoins aussi ce que tu dis, c'est important puisque ça permet aussi aux proches aider de garder aussi son autonomie, de le laisser faire des choses qu'il sait encore faire et auxquelles il tient vraiment. Et je pense que c'est vraiment important. Et nous, on le voit dans les accompagnements dans le couple, en fait, où ça aide vraiment à accepter la situation, le fait de laisser faire la personne. Oui, oui, c'est important. La personne est sujet et puis favoriser ce fait qu'elle soit sujet dans cette démarche-là et dans cet accompagnement-là. Et en fonction de ce qui a pu être choisi, une fois que les besoins de tous ont été formulés, mettre des mots, c'est pas toujours simple, mais ont été formulés et puis finalement on se donne un cadre. On se donne un cadre d'intervention pour chacun, parce que ensuite ça va déterminer l'organisation qui va se mettre en place. Parce que l'aide qui est apportée peut être familiale, en tout cas votre proche, vous, et aussi avec d'autres membres de la famille. Et là aussi, chacun va avoir ses besoins, chacun va avoir ses limites, et l'idée c'est de pouvoir s'organiser. Alors là, on pense peut-être plus facilement, nous, aux fratries, en fait, où voilà, il peut y avoir, la Coralie évoquée au sein d'un couple, mais il peut y avoir aussi les enfants qui interviennent, et c'est finalement qui fait quoi, comment. Parfois, c'est un peu des choses qui se mettent en place sans avoir pu être anticipées ou sans avoir pu être parlées, et c'est pas forcément toujours bien vécu. Et puis, comme on disait tout à l'heure, le sujet de l'argent, chacun va avoir sa propre idée, sa propre projection. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir un peu être d'accord et mettre des mots pour que l'organisation soit OK pour tous. Et parfois, alors l'idée, c'est aussi de rester sur des faits, parce qu'on sait qu'on apporte beaucoup d'affect, et aussi dans le domaine de l'argent, ça vient un petit peu interroger et bousculer parfois les places, je pense aux fratries, les places de chacun des enfants. Il y a cette idée un peu en fonction des situations personnelles aussi des enfants. Toi, tu peux, moi, je peux pas, mais c'est pas forcément dit, c'est un peu implicite. Et c'est bien de pouvoir mettre des mots. Et parfois, quand on sent qu'il y a un peu une difficulté à harmoniser un petit peu cette organisation, il peut être intéressant peut-être de solliciter une médiation familiale. Ça peut être une possibilité pour aider un petit peu à s'organiser, à s'accorder. Parce que la médiation familiale n'a pas vocation à être une thérapie de famille. Généralement, on est sur une organisation de quelques séances. Donc, c'est pas forcément trop lourd à organiser. Alors, ça peut être assez remuant, hein, ça dépend de l'histoire de la famille. Mais ça peut aider, en fait, à se mettre d'accord, à s'organiser. Parce que tout ce qui sera décidé
qu'on soit un aidant ou un ensemble d'aidants autour d'une personne, va impacter directement l'organisation qu'on va ensuite pouvoir établir pour être actif dans la gestion et dans tout ce qui est la gestion autour de la situation du proche. Mesdames, j'ai des petites questions. Il y a beaucoup d'échanges en parallèle sur le chat. Et avant qu'on passe à l'après, il y a notamment un sujet qui peut peut-être faire le lien ici. C'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place avant que ça se complique, notamment en termes d'outils, peut-être qui peut aider sur le budget, la gestion du budget. Et puis j'en profite aussi pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de difficultés d'accès au numérique, que ça complexifie quand même beaucoup les relations familiales et la gestion de ce sujet-là. Mais est-ce que vous connaissez-vous des outils qui pourraient être aidants? Il y a des gens qui ont parlé d'outils qui ont été faits au Québec, mais j'ai pas réussi à les retrouver là pour l'instant. Alors là, du coup, moi, là, comme ça me vient une première réponse, mais qui est en lien aussi avec le numérique. Donc, c'est vrai que tout dépend en fait de la configuration aussi familiale, parce que nous, on le voit, ça peut aider, par exemple, les fratries où on n'est pas forcément géographiquement proche. Et pour autant, on suit, je sais pas, une sœur va suivre un peu les comptes, l'autre va gérer autre chose, etc. Et il existe effectivement des applications qui permettent de partager des informations. J'ai payé tant, il y a tel rendez-vous, etc. Donc ça, on pourra faire un petit listing et peut-être l'adresser après. Mais il y a des choses comme ça qui existent. Après, il y a des systèmes d'alerte type SMS aussi par rapport au compte. Là, on est vraiment sur le côté très bancaire, mais voilà, un peu des systèmes d'alerte. Il y a aussi des choses en prévention. Si on a un peu un doute ou si on a plutôt une peur, où on a constaté que peut-être il y a des dépenses comme ça qui nous alertent un petit peu, ça peut être aussi de revoir les conditions par rapport à la carte bancaire. C'est-à-dire qu'il est possible de mettre des plafonds, il est possible de mettre... il y a un petit peu des stops comme ça qui peuvent être mis, en tout cas un cadre qui peut être mis, qui peut empêcher que ça déborde. Et c'est plus facile de reprendre quelque chose qui a été quand même encadré que lorsque, c'est déjà fait et puis finalement, ça vient fragiliser complètement, on va dire, le compte bancaire de la personne, par exemple. Ouais. Alors du coup, on voulait en parler après, mais il y a aussi donc c'est peut-être un peu plus fort, mais la procuration sur le compte bancaire. Alors sans pour autant faire des opérations, des choses comme ça, mais ça permet d'avoir la vue sur les comptes. Moi, par exemple, j'avais accompagné une dame qui est aidée de sa fille qui vit dans un autre département, qui avait la procuration sur le compte et qui ne souhaitait pas trop, en fait, qui voulait laisser sa maman se débrouiller un peu toute seule. En fait, elle vérifiait juste que tout passait, qu'il n'y avait pas d'incident de paiement. Elle vérifiait un petit peu les assurances, des choses comme ça. Mais ça permet, je pense, d'avoir un premier point de vigilance sur le compte bancaire. Et après, c'est quelque chose qui peut se mettre en place aussi avec le conseiller bancaire, comme disait Bérangère, modifier les plafonds de paiement. Ça, après, c'est quelque chose qui peut être mis en place avec le conseiller. Après, ce qui peut être intéressant, là, dans une idée aussi de prévention, parce qu'on est dans l'avant que ça dérape, entre guillemets, c'est de se dire, ensemble, on va poser le budget. Et comme ça, chacun sait finalement le reste à vivre, ce qui peut être, ou reste disponible, et ça permet de savoir, de bien identifier, ok, tes charges fixes, c'est ça, on a tout listé. Et de se faire un petit peu comme un petit répertoire, c'est-à-dire pour telle charge fixe, tu es mensualisé, ok, c'est bon, c'est sur le compte, c'est prélevé le 5. Ah, le 5, tu as eu que ta retraite complémentaire, tu n'as pas encore eu la principale, est-ce qu'on décalerait pas au 10 parce que, etc. Oui, c'est des petites choses comme ça, c'est un peu de mettre à plat vraiment le budget de la personne, mais de le faire avec la personne. Ça permet aussi d'avoir un point de repère. L'idée, c'est pas de dire, je vais absolument surveiller, je vais faire la place 2, je vais être contrôleur. C'est par degré. C'est peut-être que de se dire, là, on voit, on met à plat, on essaie un petit peu d'être bien informé. C'est-à-dire que plus on connaît la situation de la personne, là, je parle vraiment de la situation financière, en fait, de la personne, plus on sait comment ça s'organise sur son compte,
plus on a des repères et des points de vigilance en disant ah tiens là ça c'est pas ce qu'on avait vu ensemble et c'est aussi là où on peut voir que par rapport à un comportement peut-être habituel, eh bien, on a des différences. Alors soit comme on disait tout à l'heure, soit dans le plus ou soit dans le moins. Soit il y a on va voir des rejets. Alors il y a des rejets par exemple si on a une mensualisation sur une charge fixe. Au bout de 2 rejets, bah, il faut penser que probablement le plan de mensualisation va être annulé par le créancier. Et là, on peut se retrouver avec, je sais pas moi, la facture de mutuelle qui arrive avec tout à payer d'un coup. Ça va être des choses comme ça. Donc, de bien connaître, de bien savoir comment est organisé le budget de l'autre, ça déjà, c'est un premier point de prévention. Et après, effectivement, il y a d'autres choses qui peuvent se mettre en place. C'est un élément de réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être un petit peu sur ce même ordre. Non, après, il y a eu quelques questions sur la procuration, en précisant que c'était pas toujours évident parce qu'il faut que le proche soit d'accord. Oui. Oui. Voilà, après, il y a beaucoup de questions sur les mesures de protection après. C'est après. Okay. Ouais, c'est après. Je le dis pour pas que ça frustre trop les gens qui les posent. Il y a une frustration, il faut rester jusqu'au bout. On fait du teasing. Mais justement, alors la transition toute faite, on avait une question. Voilà, on parlait d'organisation justement et de dispositifs de mesure. C'est ça. Si vraiment la situation devient trop pesante, que la procuration peut ne plus suffire, il existe des moyens pour organiser l'aide et protéger son proche. Donc, effectivement, vous avez donc, si vous avez des questions, déjà dû entendre parler des mesures de protection. Donc, petite question. Hop. Donc, la curatelle et la tutelle, selon vous, sont-elles les seuls dispositifs pour protéger un proche? Oui ou non? C'est pareil, vous pouvez vous rendre dans l'onglet sondage. Alors. Il y a certainement une tendance qui va. Il y a une tendance très très forte. Oui. Alors, on est à plus de 90% de personnes qui votent non pour l'instant. Ça reste stable. Oui. Le vote progresse, mais ça reste stable. Oui. Il n'y a pas trop de suspense. C'est ça. Donc, bon, effectivement, la réponse est non. Il existe plusieurs moyens de protéger son proche, qu'on soit sur des mesures judiciaires ou non, sur des moyens qui peuvent être progressifs en fonction de la situation de son évolution. Donc on vous parlait des mesures, des procurations sur le compte qui peuvent être déjà un premier moyen de protéger son proche. Où oui, il faut que le proche soit d'accord, mais il n'y a pas besoin d'un avis du juge. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait en construction avec le proche et qui permet de faciliter la cogestion. Et donc, c'est ça aussi qui est important puisqu'on est toujours dans cette relation de faire avec. Donc, la procuration, on est aussi sur faire avec. D'autres dispositifs existent, un peu plus forts, entre guillemets, où on va être sur le mandat de protection future. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, qui existe, mais qui n'est pas très connu, en fait, le mandat de protection future. Ce mandat arrive, en fait, le dispositif, en fait, peut être mis en place. L'idée, c'est que ce soit mis en place, en fait, avant que le proche perde de l'autonomie ou ne soit plus capable d'exprimer ses besoins. Donc, c'est un... On est dans de la prévention, en fait. Ouais, on est dans de la prévention. Donc, il y a deux possibilités. Donc, ça peut être un mandat sous seing privé alors Bérangère, que l'on fait signer
Alors en fait, déjà, l'idée du mandat de protection future, c'est qu'on va désigner dans son entourage, on va désigner une ou plusieurs personnes pour la protection future. Alors ça fait souvent penser un petit peu à la personne de confiance au niveau médical. On vient dire, en gros, l'idée c'est on vient un peu dire s'il m'arrive quelque chose et si à un moment donné ça ne va plus, et là on est vraiment sur la gestion, l'aspect budgétaire là par exemple, je désigne cette personne, donc le mandataire, donc pour assurer la protection, ma protection en tant que personne et la protection de mes biens. Et on peut choisir une ou plusieurs personnes pour être mandataire sur la protection, soit de sa personne, soit de ses biens, soit des deux. Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est de dire aujourd'hui ça va, je fais peut-être avec un peu d'aide, etc. Mais en tout cas, ça va. Mais si vraiment ça venait à se dégrader et ça n'allait plus, je voudrais que ce soit cette personne finalement qui va venir appliquer les décisions et protéger mes biens. Et donc ça, cette notion-là de dire je désigne cette personne, on peut un peu le déclarer. Soit c'est un mandat donc sous seing privé, et là on peut le faire enregistrer à la recette des impôts, donc ça a un coût aussi de faire ça, c'est 125 €, ou soit ça peut être un acte qui est notarié. Et là les pouvoirs sont un peu plus étendus quand on le fait avec un notaire, et là le coût il est un peu supérieur, il est aux alentours de 300 €. Et ça on l'organise, c'est vraiment je pose un cadre quand ça n'ira plus, pour décider de ce qui va se passer quand ça n'ira plus, et quelqu'un qui va faire pour moi. Et ça se déclenche, ce mandat va se déclencher avec un certificat médical qui sera obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la dégradation soit constatée pour que le mandat puisse se mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment important. On ne peut pas faire ce mandat et puis un jour, de façon non circonstanciée, dire ça va moins bien, là, je vais faire ça pour lui parce qu'il m'avait nommé comme mandataire. Non, c'est quand même encadré. Il faut que la dégradation soit constatée par un médecin accrédité, si vous voulez, par le tribunal. Est-ce qu'il y a peut-être des questions pour ça? Alors, on n'est pas spécialiste du droit, nous on est travailleurs sociaux, mais c'est vrai qu'on est amené à quand même présenter un petit peu ces options-là. Et là, on est vraiment dans un outil de prévention qui n'est pas très connu en France. Il y a eu 2 questions. Non, il y en a eu plusieurs. On a demandé si c'était nécessaire si on était marié sous le régime de la communauté. Et quelqu'un a dit que non, il fallait le faire en plus. Oui, voilà, c'est en plus. En fait, souvent, déjà, ça vient quand peut-être le régime matrimonial ne va pas être suffisamment protecteur. Une situation où il y aurait besoin un petit peu d'une protection un petit peu plus forte. Il y a quelqu'un qui demandait si ça déchargeait du fait de faire une procuration bancaire. C'est-à-dire Moi, alors oui, effectivement, on n'est pas spécialiste de ça. Je pense que en fait, c'est-à-dire que le mandat, c'est vraiment le proche qui désigne quelqu'un qui l'aidera en fait dans qui prendra le relais sur les démarches qu'elle ne pourra plus faire. Donc ça n'empêche pas qu'il peut y avoir en fait une procuration sur le compte bancaire qui peut être mis. En fait, pour essayer de visualiser, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui je dis je veux que ce soit telle personne qui s'occupe de m'aider quand je ne serai plus en capacité, mais aujourd'hui je fais les choses, mais j'ai quand même besoin d'aide un petit peu. Tant que la personne peut faire, il peut y avoir le mandat. C'est vraiment de la prévention en fait. C'est vraiment, comme disait Bérangère, comme la personne de confiance, et je désigne quelqu'un pour faire les choses en fait s'il m'arrive quelque chose, tout comme on peut désigner quelqu'un pour élever nos enfants s'il nous arrive quelque chose. Moi, je trouve que c'est un peu cette vision-là en fait. Oui, en lien, il y a quelqu'un qui précisait attention, c'est des mesures à faire avant. Oui. Par exemple, en cas d'Alzheimer, il faut le faire avant que cet Alzheimer soit trop important. Oui, parce qu'en fait, le mandat ne va s'enclencher qu'au moment où vraiment on va dire la dégradation, on va l'appeler comme ça, elle est avérée
et elle va être vraiment validée, circonstanciée par le médecin expert. Donc, on le fait vraiment en amont pour que la démarche, entre guillemets, s'enclenche de façon un peu plus fluide quand ça va pas. On n'est pas devant le fait accompli dans la situation. On sait que, ok, là, c'est maintenant, la dégradation, elle est là, elle est constatée. Soit parce que c'est une aggravation d'une pathologie, soit parce que c'est un accident aussi, hein, ça peut être multiple. Et ben, on a un peu balisé le chemin à suivre si jamais ça doit arriver. Donc, effectivement, la personne qui intervenait là, qui a dit on est vraiment dans de la prévention avant que ça n'aille pas, oui, c'est exactement ça. On est vraiment dans ce cas de figure-là. Parce qu'après, on est vraiment plus, on est moins dans la prévention, notamment avec l'habilitation familiale. Où là, c'est encore une autre mesure. Déjà, c'est une mesure judiciaire. Comme on disait que c'était un peu progressif, en fait, les dispositifs de l'État sont aussi progressifs en fait dans ce qu'ils mettent en œuvre. Et l'habilitation familiale, déjà, elle porte son nom, c'est familiale. Donc, elle ne peut être en fait accordée que pour les ascendants, les descendants, frères, sœurs et époux, partenaires de Pacs et concubins. Donc, ça, voilà, on est dans ce cadre-là. Déjà, elle repose sur une entente familiale, c'est-à-dire hors conflit. Le juge, si lui évalue qu'il y a un conflit ou qu'il y a peut-être un doute, ne va pas valider cette habilitation familiale. C'est aussi un acte qui est gratuit. J'entends, pour la personne qui va exercer l'habilitation familiale ne sera pas rémunérée parce qu'elle va exécuter l'habilitation familiale. Ça aussi, c'est important de savoir. L'accord du juge est nécessaire pour que l'habilitation familiale soit enclenchée, soit accordée. Le certificat médical, là également, là, il est obligatoire. Donc là, il est obligatoire avant. C'est pas au moment où ça se déclenche, c'est quand on met en place, il y a un CERFA à remplir, etc., etc. Et il y a aussi le certificat médical. À savoir que les consultations avec des médecins experts sont payantes. Donc voilà, ça a aussi un coût, c'est important de... Et les médecins experts, du coup, sont répertoriés, en fait, si vous allez sur le portail, auprès du tribunal, en fait, de votre lieu d'habitation, il y a toute une liste sur laquelle vous pouvez trouver les médecins experts agréés par le tribunal. Et il faut savoir qu'ils peuvent venir à domicile, mais ça a un coût supplémentaire. Voilà, et que quand vraiment la personne n'a pas de moyens, vous pouvez faire la demande pour la prise en charge, en fait, prise en charge de la visite. Parce que c'est quelques centaines d'euros quand même quand on ajoute tout. Ouais, à titre informatif, alors je ne sais pas si ce sont des tarifs nationaux ou départementaux, national ou départementaux, mais je sais qu'en Gironde, c'est à 160 € la consultation sans les frais de déplacement. Donc ça a quand même un coût. Voilà, mais ça, c'est vraiment obligatoire. Et l'habilitation familiale, là aussi, on dit qu'elle peut être soit générale ou spécifique. On peut dire qu'elle porte sur tel ou tel aspect ou être un petit peu plus globale. Donc ça, on va dire que c'est un petit peu le premier niveau, de mesure de protection. Et on est vraiment entre le mandat de protection. Vas-y. Ouais, et pardon, excuse-moi. En fait, souvent, ça permet vraiment de se protéger. Ça peut être l'habilitation familiale, ça peut être la femme qui s'occupe de son mari, inversement. Mais moi, par exemple, j'ai eu le cas, un témoignage d'une femme qui avait demandé l'habilitation familiale pour son mari parce qu'on était sur le cas, en fait, d'un couple. Ils avaient chacun en fait des enfants d'une première union, donc ça permet vraiment de dire voilà, je m'occupe des affaires de votre père, de votre mère, il n'y a pas de problème, parce que du coup en tant que femme, mari, voilà, on peut faire des virements d'un compte à un compte, mais là ça pose vraiment le cadre, il n'y a pas de problème, les enfants en tout cas de cette personne étaient au courant, ça permet vraiment de se protéger en tant qu'aidant, même si ce sont des choses qu'on va faire dans un couple, même si ça paraît normal, il n'empêche que ça permet vraiment de cadrer les choses. Oui, finalement, la protection, elle vient pour la personne aidée, concernée par l'habilitation, mais aussi pour celui qui l'exécute dans un cadre familial peut-être un petit peu plus large,
ça permet de dire telle action ou tel domaine d'intervention, ça vient légitimer en fait souvent quelque chose qui est déjà fait ou qui est fait de façon assez naturelle, mais en tout cas qui vient poser un cadre et qui peut parfois aussi éviter des conflits. Parce qu'on vient s'en référer, il y a quelque chose qui a été aussi acté devant un juge et c'est établi. Donc ça, c'est aussi, effectivement, c'est hyper important de le souligner, ça va vraiment donner un cadre pour finalement les deux personnes. Donc ensuite, il y a d'autres mesures de protection, là aussi, qui sont il y a différents degrés. Alors celle qu'on connaît peut-être un peu moins dans le nom, c'est la sauvegarde de justice, parce qu'elle a vraiment un caractère d'urgence, hein. Elle est souvent décidée par le juge dans l'attente d'une décision d'une autre mesure, qui sera soit la curatelle simple, la curatelle renforcée ou la tutelle. Ce qui est important de retenir, c'est que la curatelle simple et la curatelle renforcée sont vraiment des mesures d'assistance. Donc, contrairement à la tutelle, qui est une mesure plutôt de représentation. Donc, je ne sais pas si on peut passer sur le petit tableau. Oui. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais... Ah oui, non, on ne voit pas très bien, mais on l'enverra après. Mais l'idée, voilà, c'était en tout cas de dire que il y a cette histoire un petit peu de degrés en fonction des dispositifs. Et notamment par rapport au budget, par exemple, parce que les mesures de protection, elles souffrent quand même d'une mauvaise image. Aussi parce qu'il y a l'historique qui est là, hein, avant les mesures de protection, comme la curatelle et notamment la tutelle, quand elles étaient décidées par un juge, elles étaient décidées jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, c'est un petit peu ça, c'était un peu irrévocable. Donc il y avait vraiment quand même ce côté un petit peu définitif en fait de la mesure, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Une mesure, elle est décidée pour 5 ans, elle est renouvelable, et elle est évolutive. Et alors, effectivement, dans la plupart des situations, ça va évoluer parce que on va plutôt évoluer vers des renforcements de mesures, parce que les personnes vieillissent et que les pathologies peuvent s'alourdir, notamment. Mais parfois, ça peut être l'inverse. Il existe des levées de mesures. Donc, vous voyez, il y a ce côté où c'est pas définitif. Donc, ça, c'est important. C'est important de pouvoir un petit peu déstigmatiser un peu ces mesures parce qu'elles s'appellent mesures de protection. Et par rapport au budget, par exemple, en cas de curatelle simple, en fait, c'est la personne le mandataire ne va pas venir gérer directement les ressources de la personne. En curatelle simple, on garde la gestion de son budget. On est vraiment sur les mesures plus fortes. C'est les mesures plus fortes où là, le mandataire va effectivement régler les factures. Par exemple, vous êtes sous curatelle simple, vous continuez à payer vos propres factures. Ce qui n'est pas le cas dans le cas d'une curatelle renforcée ou une tutelle, où là, effectivement, c'est le mandataire qui va venir régler les factures. Et donc, c'est tous ces petits écarts-là, toutes ces petites différences, elles sont hyper importantes parce que une mesure de protection, par exemple en curatelle simple, peut soulager, alors là je vais prendre un peu l'exemple d'un couple, hein, on va dire, peut soulager une des personnes dans le couple, par exemple, on imagine une personne qui a une pathologie, son conjoint qui ne peut pas forcément, même si le juge va déjà demander dans l'entourage en fait du proche si le mandataire peut être au sein de l'entourage, c'est pas toujours possible. Parce que ça peut être lourd, parce que voilà, c'est pas toujours mis en place comme ça, c'est pas toujours souhaitable non plus dans la relation d'être le mandataire de son conjoint ou ça se fait pas toujours comme ça. En tout cas, si le mandataire n'est pas un mandataire familial, ensuite il peut être soit associatif ou privé. Donc il y a des associations avec des mandataires c'est le juge qui désigne, hein, en tout cas. On ne choisit pas, hormis la famille, on va dire, on ne choisit pas son mandataire. Le juge va désigner. Oui, une petite question. Et est-ce qu'on peut refuser d'être la personne désignée? Alors, le juge entend tout le monde, j'ai envie de dire. Le juge va entendre, il y a vraiment une audience où le juge va écouter la personne pour qui le mandat va être décidé. Et puis, c'est aussi
en fonction de l'évaluation médicale et en fonction de la rencontre avec la personne et de son contexte de vie. Il y a aussi une histoire du contexte de vie qui est hyper important. Et puis, effectivement, si on dit, là, peut-être ça pourrait être la femme de monsieur, par exemple, peut-être que la femme de monsieur va dire au juge, moi, je ne le souhaite pas. Il va expliquer ses raisons. Et à ce moment-là, le juge va évaluer et puis va faire une proposition. Et effectivement, il ira peut-être plutôt sur un mandataire associatif ou un mandataire privé. Les deux sont existent. Alors, juste pour rajouter quelque chose, quand on fait une demande de protection, il faut savoir que c'est la personne qui souhaite être protégée peut faire la demande elle-même. Donc sur le CERFA, en fait, de mémoire, il y a qui demande la demande. Qui fait la demande? Qui remplit la demande? Est-ce que c'est la personne elle-même? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est un professionnel? Et du coup, sur ce dossier, en fait, la personne peut désigner quelqu'un, effectivement, mais voilà, c'est quand même en accord, avec la personne. Et oui, vous pouvez toujours refuser parce que ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'a pas dit Bérangère, c'est que c'est quand même assez lourd puisque comme il y a une décision du juge, il faut quand même rendre des comptes tous les ans selon la mesure. Tous les ans au juge de l'état des comptes, des choses qui ont pu être payées. Voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez lourd. Donc, moi, c'est vrai qu'en tant que travailleur social, j'ai tendance à dire aux personnes plutôt s'orienter vers un mandataire associatif ou privé qui vraiment fait ça tous les jours, quoi. Donc, c'est pas effectivement une décision à prendre à la légère. On veut faire le bien, on veut se donner pour le proche, mais il faut aussi savoir se préserver et que ça prend quand même du temps, de l'énergie, et c'est pas évident. Et dans la relation aussi, ce que ça peut induire dans la relation de finalement, soit tout repose sur soi au niveau des finances, etc. Aussi, peut-être important justement, comme tu disais, c'est vrai qu'il y a un rapport à rendre tous les ans au juge, contrairement à l'habilitation familiale, qui est décidée par le juge, mais qui n'induit pas, qui n'oblige pas à faire un petit peu un état des comptes et un compte rendu tous les ans. Oui, justement, il y a eu quelques questions qui demandaient où est-ce que se situait l'habilitation familiale par rapport un peu à la jauge qu'on voit à l'écran. Oui. Voilà. Elle serait avant. On serait plus quand même. On est en. Ouais, elle serait avant en fait. Oui. Elle n'est pas un deux. Alors là, parce que finalement, ces quatre-là que vous voyez, sauvegarde de justice, curatelle, simple, renforcée, tutelle. Effectivement, ça peut être quelqu'un de la famille, mais ça peut être un mandataire extérieur, associatif, privé. L'habilitation l'habilitation familiale est nécessairement, obligatoirement exercée par un membre de la famille, comme on disait, époux, sœur, frère. Vous voyez, c'est limité à cette sphère familiale. Donc déjà, il y a ce distinguo-là. La mesure n'est pas exercée forcément par la même personne et on serait vraiment avant. C'est moins lourd en fait. Et pour autant, si on prend par exemple la curatelle simple, vérifie la gestion des ressources du majeur protégé. Bon, dans l'habilitation familiale, la personne qui exercerait ce mandat d'habilitation familiale ferait ça, vérifierait que les ressources de la personne sont gérées de façon correcte, et si on s'assure du respect des droits, assiste le majeur pour les opérations sur des comptes de placement, il y a vraiment cette notion d'assistance et d'aider à faire avec, donc on serait assez proche de ça. Mais par contre, c'est moins lourd. Et puis c'est réservé, que et donc, on peut quand même être habilité au compte, à la gestion des comptes, dans le cas de l'habilitation familiale? C'est une question qui est posée. Ah oui? Oui. Elle peut être générale ou spécifique, c'est les personnes ou les biens, ou les deux. Donc, d'accord. Oui. Et pour le mandat de protection future, c'est un peu décorrélé, parce qu'on peut quand même avoir une procuration sur le compte aussi. Oui, oui. C'est vraiment, on peut par exemple, on va dire tout va bien dans le couple.
mais tout va bien dans le couple. Pour autant, on va dire l'un des deux est moins en capacité des opérations bancaires ou de suivre les comptes. L'autre, on va dire, peut avoir procuration sur le compte. Pour autant, le mandat de protection future, même s'il existe, il n'est pas mis en œuvre puisque l'altération vraiment n'est pas avérée par le certificat médical. On est vraiment dans le mandat de protection future, on est vraiment dans le avant. Voilà, vraiment, je vais baliser un chemin avant et ça n'empêche en aucun cas d'avoir une procuration au niveau bancaire. Hein. Merci. Donc voilà Voilà, après. Alors c'est vrai que là le tableau il est peut-être pas, pour se repérer, etc. C'est vrai on a beaucoup d'idées sur les mesures de protection, en tout cas curatelle, tutelle. Là aussi dans les liens après, et puis il y a des interlocuteurs locaux qui peuvent aussi expliquer, qui peuvent renseigner. Vraiment sur les situations, sur les dispositifs qui existent. Là, ça, c'est vraiment un des conseils, ça serait aussi d'aller interroger les professionnels, en fait. C'est ça. En fait, donc là, il y a effectivement plusieurs interlocuteurs qui peuvent graviter auprès des proches qu'on peut aider. Donc, la banque, bien évidemment. Donc, ça peut être... alors, la banque, généralement, ils sont assez fermés tant qu'il n'y a pas de procuration. Ils ne diffusent aucune information, mais ça reste important quand même, au moins de dire, voilà, je suis présente pour mon proche ne veut pas de procuration, mais je suis quand même présente pour lui, je fais les choses avec lui, voilà, c'est bien quand même de se mentionner auprès du bailleur de son proche aussi. Le bailleur peut vous alerter en tant qu'aidant s'il y a des problèmes de paiement. Vous pouvez aussi vous présenter auprès des créanciers. C'est important pour les créanciers, les bailleurs, de savoir que il y a quelqu'un en fait qui est présent pour cette personne qui peut avoir des difficultés. Ça peut être aussi notamment dans la compréhension, par exemple des courriers ou des choses comme ça. Vous avez après les professionnels du coup de terrain entre guillemets, donc les CCAS, centre communal d'action sociale que vous avez généralement dans chaque commune, les CIAS, les centres intercommunaux d'action sociale. Les clics, il se peut que vous en ayez déjà entendu parler, ou ce sont vraiment des structures qui accompagnent les personnes en perte d'autonomie. C'est vrai, les clics et le DAC, dispositif d'appui à la coordination. C'est ça. Ce sont vraiment deux structures qu'il faut connaître et auprès de qui on peut se renseigner quand on a des questions, en fait. Peut-être faire le lien, justement, alors peut-être Marguerite, avec ma boussole aidant, où vraiment il y a, pour retrouver en fait les professionnels qui sont près de vos territoires, il y a quand même une possibilité de rechercher par zone géographique les professionnels qui sont et les structures qui sont près de chez soi. Oui, et justement, du coup, ça fait le lien avec pas mal de questions. Merci pour... Nous, effectivement, sur ma boussole aidant, vous allez pouvoir retrouver ces structures. Et justement, pour les mesures de protection, il y avait plusieurs personnes qui demandaient, est-ce que si je vais dans un point conseil budget, on pourra me répondre sur ces sujets-là? Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'aille voir, par exemple, un clic ou est-ce que j'ouvre toutes ces portes et puis je vois qui me répond? J'aurais plutôt tendance à vous dire d'aller voir le clic, qui ont peut-être un petit peu plus l'habitude, qui, je pense, ont plus l'habitude de présenter les mesures de protection en fait aux personnes qu'elles peuvent accompagner. Je pense que ce serait les plus habilités. Après, si vous avez des questions particulières sur les mesures de protection, vous pouvez, j'y mets un peut-être, parce que ça dépend peut-être des départements, mais contacter en fait le service des tutelles du tribunal de votre lieu d'habitation, qui peuvent répondre aux questions.
Sur des points justice peut-être. Là, vous en trouverez dans chaque département. Ouais. Chaque département dispose de ce qu'on appelle le CDAD, le comité départemental d'accès au droit, et qui organise des points, des points justice, des points d'information, ou qui, s'il n'a pas la réponse, peut vous réorienter vers vers le bon service en lien avec le tribunal de votre secteur. En tout cas, vous donnez les bonnes coordonnées, ça c'est sûr. Et effectivement, il y a aussi, on rappelle aussi les services d'information aux tuteurs familiaux et les UDAF aussi accompagner sur tous ces sujets. Mais on voit à quel point c'est complexe. Après, peut-être comme la personne posait la question par rapport au PCB, point conseil budget, vraiment l'objectif des PCB, en tout cas dans le cahier des charges, on va dire, c'est vraiment de pouvoir informer et accompagner si besoin sur le budget. Donc, c'est peut-être plus indirect par rapport à la mesure de protection. Le lien est un peu plus indirect. Donc là, ça serait plutôt un petit peu tout ce qu'on a évoqué en première partie. Sur mettre à plat le budget, des fois peut-être avoir des conseils ou des informations plutôt sur l'organisation d'un budget, etc. Ça serait peut-être plus une première démarche à ce niveau-là, et puis ensuite, bon, après ça dépend. Nous, au sein de l'association, on est, on va donner cette info-là, et comme on est aussi quand même beaucoup en lien avec des publics qui sont concernés par le fait d'être aidant, on va pouvoir orienter. Peut-être c'est pas notre mission première, mais en tout cas, voilà, en fonction de qui a le label aussi, quelle association porte. Il y a beaucoup d'UDAF aussi qui ont ce label point conseil budget. Donc, bon, ils sont à même aussi d'orienter et d'ouvrir quand même aussi les possibilités. Il nous reste normalement 2 minutes, mesdames. Je vous laisse peut-être. Oui, peut-être aussi pour d'autres questions rapides. Alors, est-ce que, juste très rapidement, du coup, on vous parlait tout à l'heure de pistes de lecture. Donc, je vais pas les énumérer ici, mais sur ce support, en fait, on a mis des pistes de lecture, dont Hélène Rossineau, qui est assez connue. On vous a mis des exemples de films, documentaires, sur le sujet de l'aidance. À la fois, ça peut, au niveau des films, en fait, à la fois, ça peut nourrir sa propre réflexion. L'idée, c'est un peu ça. Et puis, un petit peu, comme on disait tout à l'heure, des fois, ça peut être un petit peu un support qui nous aide à aborder le sujet. Donc, c'est un peu double utilité, quoi. Ouais. Et on vous a mis donc des exemples de podcasts. Donc, je sais pas si vous connaissez tous ces podcasts, et donc il y a aussi notre podcast. Donc l'association, on vous en a pas parlé, a créé un podcast sur comment parler d'argent avec son proche avant qu'il ne vieillisse et perde de l'autonomie. Donc qui s'appelle Compter sur ses proches. Donc on a mis le petit QR code qui normalement fonctionne. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas, et donc il y a d'autres podcasts, Battant, le podcast de tous les aidants, c'est vraiment chouette ces podcasts aussi, puisque on peut écouter, s'arrêter, n'hésitez pas en tout cas à utiliser tous ces supports, et comme disait Bérengère, pour aussi amorcer la discussion avec vos proches si c'est pas évident. Voilà. Merci à toutes les deux. Il y a eu beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, mais en tout cas, on essaie de s'engager à tenir dans l'heure. Je pense qu'on aurait matière à faire un nouveau webinaire uniquement dédié aux mesures de protection, parce qu'il y a eu beaucoup de sujets. En tout cas, je pense qu'on a pu dresser un panorama générique des questions. Il y a beaucoup de gens qui, en tout cas Bérengère et Coralie, qui vous remercient pour tous vos apports. Voilà. Merci à tous, en tout cas. Merci. Oui, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.